Bonjour à tous, si vous pensez que cette vidéo le mérite, n'hésitez pas à la partager et à mettre un pouce bleu. Bonjour à tous, elle est pas bien mon intro. On est vraiment là-dedans, hein, du Game of Thrones. Bon, alors, donc j'ai lu l'étude Lancet, et du coup je vais vous faire une petite vidéo sur cette étude. Donc là, ma vidéo, elle va se séparer en deux parties. La première partie, on va essayer un peu de décortiquer tout ça, avec donc dans l'étude les points positifs et les points négatifs. Et dans la deuxième partie, j'étudierai un petit peu la dernière vidéo de Monsieur Sam. Voilà. Donc l'objectif de cette étude, c'était d'évaluer l'efficacité des traitements avec chloroquine, hydroxychloroquine, associés ou non à des macrolides, donc c'est-à-dire l'azithromycine ou un équivalent, grâce à une analyse des registres multinationaux pour les patients hospitalisés. J'insiste, pour les patients hospitalisés, c'est-à-dire ceux qui ont fini à l'hôpital, quoi. Alors, on va voir d'abord les points positifs de cette étude. Tout d'abord, le premier point, c'est qu'elle a été publiée dans The Lancet, qui est quand même un des plus grands magazines de publication scientifique. Donc c'est quand même un point qui est important, quoi. On ne peut pas ne pas en tenir compte, quoi. Ensuite, dans les autres points positifs, on va avoir l'effectif des groupes, quoi. Donc on va avoir 96 032 patients traités, quoi, et un groupe témoin donc de 81 144 personnes. Donc ça, c'est quand même des effectifs importants, voilà. Ensuite, la durée. Donc l'étude, elle a eu lieu du 20 décembre 2019 au 14 avril 2020. Donc c'est quand même une étude qui couvre globalement toute la période épidémique du coronavirus. Après, les tests sont faits en PCR. Donc ça, c'est très bien, parce que c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus sûr, surtout, que les tests sérologiques, quoi. Ensuite, les caractéristiques de chaque groupe sont très bien définies, hein, c'est-à-dire l'âge, le sexe, les antécédents médicaux, le diabète, si les gens sont hypertendus, s'ils sont fumeurs, patati, patata, bref, ça c'est plutôt bien fait. On prend aussi en compte la sévérité de la maladie, ça c'est bien. Le critère de jugement est très clair, c'est-à-dire la mortalité avec ou sans traitement, quoi. Ensuite, l'âge des patients. Ça, c'est très bien parce que c'est des patients qui ont une moyenne à peu près de 53 ans et on sait très bien que les gens qui sont les plus fragiles, c'est les personnes plutôt âgées, quoi. Et enfin, les résultats sont clairs. Il n'y a pas d'effet de l'hydroxychloroquine avec ou sans macrolide. Alors, maintenant, on va voir les points négatifs. Alors, premier point négatif, donc, déjà, c'est une étude observationnelle et pas randomisée en double aveugle, quoi. C'est pas la meilleure méthode. Ensuite, il n'y a pas de vrai groupe contrôle, parce que dans cette étude, on ne sait pas ce qu'a pris le groupe de contrôle. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont eu un traitement? Est-ce qu'ils ont eu un placebo? Est-ce qu'ils ont eu du jus de carotte? On n'en sait rien. On ne sait pas non plus comment est-ce qu'ils ont été traités, quoi. Dans quels hôpitaux, tout ça, on n'en sait rien. Ça, c'est un gros point négatif quand même. Alors, ensuite, on ne connaît pas le motif d'hospitalisation des patients. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à l'hôpital, mais réellement, on ne sait pas pourquoi. Sur les 81 000 du groupe témoin, on ne sait pas pourquoi ils sont arrivés à l'hôpital, quoi, au départ. Ensuite, elle concerne uniquement les patients hospitalisés. Ça, c'est problématique aussi, quoi. Puisque par rapport à ce qu'avait dit Raoult,
les traitements, en fait, pour lui, c'est du préventif, ils doivent être donnés avant d'arriver à l'hosto, quoi. Donc, bon. Ensuite, le dosage des traitements. Alors ça, c'est impressionnant, quoi. C'est vraiment impressionnant, quoi. Quand on va dans l'étude, à peu près, on a des dosages moyens, donc moyens, hein, qui sont à peu près autour de, pour la chloroquine, de 765 mg par jour. Et ça va jusqu'à plus de 1000 mg par jour, pour certains cas. C'est énorme, mais c'est vraiment énorme. Par exemple, quand on vous donne de la chloroquine en prévention, si vous allez en Afrique, tout ça, on va vous donner un cacheton de chloroquine. En prévention, on vous donne à peu près du 100 mg par jour. Et en curatif, c'est-à-dire si la personne elle est atteinte du palu, en général, on monte jusqu'à 600 mg par jour. Donc là, quand même, on a un peu la sensation que les mecs, ils se sont dit, voilà, foutu pour foutu, on va lui mettre la dose maximale, quoi. Et ça, c'est quand même bizarre, quoi. C'est vraiment très bizarre parce qu'on sait très bien que les médicaments, tout ça, c'est la dose qui fait le poison, quoi. Voilà, hein, c'est la dose qui fait le poison. Donc, si on avait voulu les intoxiquer à la chloroquine, bon, ben, on n'aurait pas fait mieux, quoi. Hein. Ensuite, autre point, donc, qui me dérange un peu, là, en point négatif, le pourcentage de patients placés sous ventilation mécanique est plus faible dans le groupe témoin que le pourcentage de patients qui prennent le traitement. Ça, c'est bizarre. On s'attendrait normalement à ce qu'il y ait à peu près les mêmes proportions, quoi. Vu qu'en plus, on n'a pas défini ce que prenait le groupe témoin, on aurait tendance à dire, bon, il n'y a pas de raison que les patients qui sont placés sous hydroxychloroquine finissent plus en ventilation mécanique que les patients qui ne sont pas placés sous hydroxychloroquine, quoi. Donc là, grosse interrogation de l'homogénéité des différents groupes. Et ça, je vais y revenir parce que c'est un gros problème, ça. Alors, ensuite, autre point négatif, il n'y a que 4 auteurs. 4 auteurs pour compiler autant de données, moi, ça me paraît bizarre, quoi. L'étude, elle s'est arrêtée le 15 avril 2020. Le papier, il est sorti dernièrement. En l'espace de quelques semaines, arriver à compiler autant de données... Alors, ou bien alors, il y avait beaucoup plus de monde qui ont travaillé, mais ils n'ont pas voulu que leur nom apparaisse, je ne sais pas. Ou bien alors, les mecs, les 4 médecins qui ont fait ça, là, putain, les mecs, ils sont bons. Franchement, ils ont dû bosser 24 sur 24 pendant 3 semaines, quoi. Bref. Ensuite, autre point qui me dérange, le taux de mortalité. On est à 10% de mortalité. Dans chaque groupe africain, tout ça, américain. C'est énorme. C'est énorme. Surtout quand on voit que l'Institut Pasteur a à peu près, je sais plus exactement, là, j'ai pas les chiffres en tête, mais je crois qu'ils sont à 1% de mortalité, ils annoncent de l'ordre de 1% de mortalité, 10%, c'est énorme. Alors, là aussi, à relativiser quelque part, puisque, bon, ils sont rentrés dans les hôpitaux, donc ça veut dire qu'ils étaient très malades, donc quelque part, ça justifie peut-être les 10% de mortalité. Mais bon, moi, ça me paraît quand même beaucoup. Voilà. Enfin, et là, ça c'est le gros point noir de cette enquête, là, c'est l'homogénéité des groupes. C'est vraiment hallucinant, quoi. Donc ça, je vais le développer un peu plus, là. Donc voilà, la répartition, celle qui me choque profondément dans cette étude, le plus gros problème, je trouve qu'il est là, quoi. Il y a quelque chose qui est pas très net, quoi. Donc là, vous avez en fait la répartition donc par différents groupes ethniques. D'accord, donc l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, tout ça. Voilà. Et donc, vous avez les mortalités par différents groupes qui sont relativement homogènes là à la fin. On peut le voir, hein, en Europe, en Afrique, on est à 9% de morts, en Europe, 9,3%. Voilà, donc bon, tout ça, ça prouve rien. Par contre, moi, ce qui me dérange, c'est toute cette partie-là, là. Si vous regardez bien avec attention, toute cette partie-là, elle est, à mes yeux, complètement surréaliste, quoi. J'insiste là-dessus, pour moi, ça, c'est surréaliste, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une étude observationnelle. Hein, on prend des données, c'est du big data, on collecte, et puis après, on fait des tableaux en stats. Or là, sur une étude observationnelle, on se retrouve, on remarque que globalement, les gens, ils ont exactement les mêmes proportions de maladies, quoi.
Vous prenez par exemple le diabète, bon bah vous avez quasiment tous les groupes ont quasiment la même proportion de diabétiques. Bon, ça à la rigueur c'est possible, hein, dans une étude observationnelle, on bricole un peu les données, il n'y a pas de souci, on dit qu'on veut que dans l'étude observationnelle, on garde uniquement les cas qui ont exactement le même taux de diabétique. C'est possible. Mais quand on baisse après en dessous, on voit, c'est pareil, quasiment pareil pour l'hypertension. Ils ont tous le même taux, il y a exactement le même taux d'hypertendu. Donc avoir sur une étude observationnelle déjà deux critères qui sont exactement pareils, ça fait bizarre. Et on continue, quoi. L'hyperlipidémie, ok, trop de cholestérol, hein, trop de triglycérides, c'est pareil, tout exactement pareil, tous les continents. Je veux dire, quand on voit qu'en Afrique, même là, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Regardez, en Afrique, il y a autant de problèmes de gras dans le sang qu'aux États-Unis. C'est quand même bizarre. Et je continue, pareil pour la cigarette. Exactement, donc ça c'est un facteur culturel, hein, la cigarette, exactement la même proportion de fumeurs dans tous les groupes. Si vous voulez, moi, ça, pour moi, quand je vois des données comme ça, mon bullshitomètre, il explose, quoi. Il explose vraiment, quoi. Et il y a même des trucs, pour moi, c'est pas possible. Je vous le dis honnêtement, pour moi, j'ai jamais vu, dans une étude observationnelle, des groupes, donc américains, nord-américains, Europe, qui sont aussi homogènes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des études randomisées, c'est pour éviter ces biais et pour avoir des groupes homogènes. Et même dans des études randomisées, on n'arrive pas à avoir des groupes aussi propres, quoi. Excusez-moi, mais voilà. Et là, il y a quand même des détails qui vont pas. Sincèrement, moi, je vois pas comment est-ce qu'on pourrait avoir exactement la même répartition de diabétiques, d'hypertendus, de fumeurs, tout ça, de toutes les maladies, d'immunodéprimés. Hein, pareil, on continue. Dans toutes les maladies, il y a exactement les mêmes taux dans tous les groupes. Moi, ça, c'est surréaliste pour moi. Je vous le dis honnêtement, pour moi, c'est sans précédent. Bon, après, faut dire quand même ce qui est, tout est sans précédent, hein, jusqu'au jour où ça arrive. Hein. Voilà, confiner la moitié de la planète, c'est aussi sans précédent. Donc, bon. Mais bon, moi, là, j'y crois pas trop. Il y a d'autres indicateurs encore, je vais prendre par exemple les Américains. L'IMC, donc, ils ont un IMC à 28. Bon. Pas beaucoup quand même pour les Américains. Et en Europe aussi à 28. C'est bizarre. Jusqu'à présent, moi j'avais quand même tendance à penser que les Américains étaient un peu plus gros que les Européens. Voilà, donc c'est quand même assez bizarre. Les Africains à 24. Bon, bah ça va, ça se tient à peu près. Les Africains sont plus maigres, quoi, globalement, que les Nord-Américains, quoi. Mais là, il y a un problème. Le problème, il est... où est-ce que j'avais noté attendez... Regardez le diabète. Vous avez quasiment le même taux de diabétique entre les Américains et les Africains. Or, on sait pertinemment que plus on est gros, plus il y a de diabète, en général. Or là, c'est pas le cas. Ils sont plus maigres, mais ils sont tout aussi diabétiques que les Américains. Ça, c'est pas normal. Enfin, pour moi, c'est pas normal. Donc là, moi, quand je vois une étude comme ça, une distribution de ce type, là, je vous assure, là, faut réfléchir. Là, il y a quelque chose qui sent pas très très bon, quoi. Voilà. Je vous le dis honnêtement, moi, avec une étude comme ça, un truc pareil, j'y crois pas. Je vous le dis sincèrement, j'y crois pas. J'ai jamais vu ça. Alors, attention quand même, hein, je tiens à préciser un truc, je dis pas que les résultats de l'étude sont faux. Absolument pas. Ce que je dis, quand je dis je n'y crois pas, c'est la distribution de l'échantillon. Pour moi, c'est impossible sur une étude observationnelle d'avoir des échantillons, des groupes, si vous voulez, aussi homogènes. Même en randomisé, on n'y arrive pas. Donc voilà. Alors moi, ce que je pense, entre guillemets, donc j'en ai pas la preuve, donc c'est juste une opinion. Les avis, c'est comme les trous du cul, vous savez, tout le monde en a au moins un. Ça suffit. Moi, je pense qu'ils ont un peu bricolé... un peu trafiquer la distribution de l'échantillon pour éviter qu'on leur fasse des réflexions sur les facteurs de confusion. Alors, pour les facteurs de confusion, comprendre ce que ça veut dire, je vous invite à aller voir cette vidéo de Science Étonnante sur le paradoxe de Simpson. Elle est vraiment bien. Bon, par contre, pour en revenir en fait à ce que j'avais dit dans les précédentes vidéos, un peu sur mon curseur de confiance pour ou contre Raoult, et ben là, je vous avoue que je suis quand même bien emmerdé, quoi. Je vous avoue que là, je sais plus trop quoi penser, quoi. Pour, contre,
parce que bon, on a beau dire ce qu'on veut, mais même si l'étude de Lancet, là, elle est pas parfaite, même si le patron de la revue scientifique The Lancet a dit dernièrement qu'il y avait la moitié des études scientifiques qui sont publiées, qui sont complètement bidonnées, quoi, ça reste quand même The Lancet, quoi. Même s'ils ont publié les travaux d'Andrew Wakefield sur le lien entre l'autisme et la vaccination, je suis bien emmerdé. Là, je vous avouerai que je sais plus trop quoi penser. Pour, contre, j'ai plus vraiment d'opinion. Et j'aurais tendance à mettre le rouge et le vert exactement sur le même niveau, quoi. Donc maintenant, on va aborder la deuxième partie de la vidéo, c'est-à-dire on va essayer d'analyser la vidéo qu'a publiée Monsieur Sam, qui s'appelle Endgame, Game Over, Out, c'est fini. Bon, là, je vous avoue que là, ce soir, je suis un peu crevé. Donc, pour traiter la vidéo de Monsieur Sam, je ferai ça dans une autre vidéo. Et s'il vous plaît, arrêtez de vous entretuer, alors que, globalement, on ne sait rien, quoi. Voilà, et je vous remets le générique de fin, parce que je trouve que, franchement, il est bien. Game of Thrones, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre.